Madame, Monsieur, bonjour. Dans ce module, nous allons étudier le champ tournant, qui est la base pour toutes les machines électriques et l'interaction entre rotor et stator. Nous allons étudier en particulier les conditions d'obtention d'un couple, comment ou qu'est-ce qu'il faut pour avoir finalement un champ tournant dans la machine, comment on génère tout d'abord un champ pulsant et comment grâce à ces champs pulsants, nous pouvons fabriquer un champ tournant que nous verrons être une onde magnétique tournante. Les conditions pour un champ tournant, c'est tout d'abord d'avoir un système polyphasé. Nous verrons que ce système polyphasé doit au minimum contenir 2 phases. Le nombre de phases pourra être de 2, de 3 ou de n'importe quel autre nombre, mais au minimum de 2. Ainsi, nous aurons la possibilité d'avoir un champ tournant. On a une particularité avec cette conversion électromécanique qui va nous fabriquer ce champ tournant, et cette particularité est très extraordinaire finalement quand on compare à toute conversion chimique ou autre type de conversion, c'est le fait que on a une réversibilité parfaite. C'est-à-dire que l'énergie électrique va être convertie en énergie mécanique via ce champ tournant, mais de même, l'énergie mécanique peut être convertie en énergie électrique, ce qui nous permet d'avoir les 2 sens possibles dans cette conversion, avec un niveau très élevé d'ailleurs du rendement de ces 2 conversions. Comment maintenant générer ce champ tournant? Cette génération du champ tournant va être faite au travers d'un exemple tout d'abord, et l'exemple le plus simple possible. Cet exemple le plus simple possible, c'est de prendre un système triphasé symétrique. Dans ce système triphasé symétrique, et pour avoir la version la plus simple et facile d'un stator, nous allons prendre 6 encoches, et dans ces 6 encoches, incorporer donc 3 phases. Et si l'on souhaite que ces 3 phases et ces 6 encoches soient totalement symétriques, alors nos 3 phases sont mécaniquement décalées de 120 degrés. Ainsi, on fabrique la machine la plus simple, la plus organisée et la plus symétrique que l'on puisse trouver. Voici donc une image de ce stator. Donc je vous présente un tout petit peu les différents éléments qu'on peut voir ici. Tout d'abord, un stator sur lequel sont montées nos phases. On voit les 6 encoches ici, X, V, Z, U, Y et W. On a un rotor au centre qui va pour le moment ne pas trop nous intéresser, puisque ce qui va nous intéresser maintenant, c'est la génération du champ tournant dans l'entrefer entre le stator et le rotor. Cet entrefer est donc ici. Et ce que nous voyons là, par exemple, entre X et U, nous avons notre première phase. Donc, imaginez ici un certain nombre de spires qui circulent dans cette encoche X et U pour former une bobine que l'on va appeler ici une phase. On a donc, comme indiqué précédemment, 3 phases et chacune de ces phases est décalée de 120 degrés. Maintenant, sachant qu'on a une bobine ici entre X et U, qui se referme ici devant comme indiqué, si je fais passer maintenant du courant dans cette bobine XU, j'ai un plan formé par cette bobine, et de ce plan, nous savons que si une bobine est parcourue par un courant, on va alors générer un champ magnétique qui va être créé par cette bobine. Si j'essaye de dessiner ce champ tournant, il va être perpendiculaire au plan. Donc, par exemple, ici, perpendiculaire au plan de la bobine, si on est parcouru par un courant I, on a un vecteur ici H qui est généré par l'encoche, appelons ceci XU. Ce champ
HXU, nous allons le calculer tout à l'heure, va dépendre évidemment du courant qui circule dans cette bobine. Et comme nous allons avoir 3 bobines déphasées de 120 degrés, nous aurons 3 champs magnétiques qui vont s'additionner, s'ajouter, et nous allons calculer la résultante dans l'entrefer. Mais ce type de dessin est relativement complexe puisqu'on doit imaginer toutes ces choses dans un environnement tridimensionnel, 3D. Donc ce que je vous propose, c'est pour simplifier la lecture, on va couper le stator à un endroit, par exemple, défini entre Y et U. Imaginons prendre des ciseaux, on coupe le stator et on va dérouler ce stator pour le mettre à plat. Voici donc notre stator déroulé entre U et Y avec nos encoches ici présentes. Et donc, plus facilement, nous allons pouvoir ici nous concentrer sur les éléments importants. Et ce que je souhaite faire avec vous, c'est maintenant calculer le champ magnétique, ce fameux champ magnétique que je vous ai montré tout à l'heure dans le plan de la bobine XU, comment le calculer analytiquement. Et on l'a dessiné ici. On a un champ magnétique qui va tout d'abord à gauche, qui remonte ensuite à droite et qui se referme sur cette boucle. Donc, je rappelle qu'ici, nous avons le stator et qu'ici, nous avons le rotor et que là, nous avons l'entrefer. Pour les calculs, nous allons faire un certain nombre d'hypothèses. La première hypothèse, c'est que pour faire ce calcul, nous allons considérer le fer comme idéal, donc la perméabilité du fer dans notre système est considérée comme infinie. En somme, seul l'entrefer va être pris en compte ici. Ensuite, le champ magnétique ou les lignes de champ seront perpendiculaires à la surface. Et enfin, nous n'avons pas de fuite et pas de frange. Ceci nous permet de simplifier grandement le calcul pour déterminer ce champ magnétique Hg ou Hd. En somme, quel est le champ qui circule dans mon entrefer. Alors pour ce faire, on applique la loi d'Ampère qui nous dit que la somme des HDL est égale au potentiel magnétique dans la bobine. On fait cette somme, et cette somme, étant donné qu'on ne tient pas compte du fer, se résume à la composante gauche du champ magnétique fois l'entrefer delta, plus la composante droite du champ magnétique fois l'entrefer delta, et ce potentiel dans la bobine, c'est N fois I. On a ici ensuite la possibilité de calculer ce champ Hg, qui est le même que le champ HD. Donc ce qu'on peut écrire, c'est que Hg est égal au champ HD. Et ceci nous permet d'écrire finalement que tout ceci est égal à H delta, au champ dans l'entrefer, et ce H delta est égal, la norme, au nombre de spires fois le courant I, divisé par 2 delta. Voilà, finalement, l'amplitude de mon vecteur qui est créé par la bobine XU. Chaque bobine aura bien sûr un champ magnétique différent. On a 3 phases, on aura donc 3 champs magnétiques. Mais comme on va avoir un système symétrique, nous aurons chaque fois le même courant et donc la même valeur de la grandeur de ce vecteur H delta. Pour mieux visualiser ce qui va se passer maintenant, je vous propose une petite analyse schématique pour comprendre, et par là aussi nous allons définir un certain nombre de choses, ce qui se passe lorsque du courant circule entre l'encoche U et l'encoche X que j'ai simplifié ici sur ce schéma et j'ai enlevé les autres encoches qui sont représentées sur le dessin précédent. Je dessine ici un graphique avec en abscisse Y, c'est-à-dire l'abscisse curviligne. Donc je
me déplace le long de l'entrefer lorsque je vais à droite de l'abscisse ici de ce graphe. Et en ordonnée, je montre le champ magnétique que l'on voit dans l'entrefer lorsqu'on est un petit bonhomme qui se déplace sur l'entrefer. En faisant circuler un courant électrique entre U et X, on crée donc un champ magnétique. Voilà ce champ magnétique créé, c'est-à-dire qu'entre U et X, en nous baladant dans un certain sens, on voit une certaine polarité du champ magnétique, et quand on voit les 180 autres degrés mécaniques sur lesquels on se balade, on voit l'autre composante de la polarité du champ magnétique. Alors par exemple ici, j'ai défini que lorsqu'on était positif, on était avec un nord, et quand on était négatif, on était avec un sud. Évidemment, le contraire est aussi possible. C'est une manière de vous expliquer que pendant la moitié du parcours, donc sur 180 degrés mécaniques, on a fabriqué un nord, et évidemment, on a sur l'autre partie un sud. Maintenant, en conversion électromécanique d'ailleurs, comme dans toute autre discipline, il est assez difficile d'utiliser des fonctions carrées, puisqu'on va avoir des effets liés aux transitions extrêmement brutales entre le sud et le nord. Comme dans toute analyse de signaux, on a la possibilité d'utiliser la transformée de Fourier et donc d'utiliser le fondamental, par exemple, de ce signal qu'on a ici en vert. On peut encore ajouter quelque chose. La largeur du nord et la largeur du sud définit ce qu'on appelle un pôle, puisqu'on a ici le pôle nord et le pôle sud. On va appeler ce pôle tau P, et tau P, par définition, va être le pas polaire. On voit qu'en faisant 360 degrés le long de l'entrefer, on a balayé donc deux pas polaires, un nord et un sud. Le signal carré que nous avons ici, nord-sud, qui représente le champ magnétique, se prête extrêmement peu à un calcul analytique pour faire finalement plus tard le calcul du champ tournant. Nous avons la possibilité, sachant que tout signal peut être analysé par une analyse de Fourier, on a la possibilité d'extraire de ce signal le fondamental. Et le fondamental n'est autre qu'un signal sinusoïdal ou cosinusoïdal bien plus simple à manipuler avec les calculs. C'est ce que nous allons faire ici, et j'ai dessiné le signal fondamental de notre signal vert, qui est ici un sinus qui représente la première harmonique du signal vert représentant le champ magnétique Hg. On a donc ici, par définition, on peut l'écrire, le pas polaire, et ce pas polaire représente une demi-période du signal. En l'occurrence, ici, on a deux pôles, un nord, un sud, et on a balayé tout l'entrefer pour faire de U à X et revenir à U. On va aussi indiquer ici que ceci est la fondamentale du signal de H delta, et encore pour préciser que X est l'abscisse curviligne. On peut encore dire que la valeur maximum que l'on a ici de ce signal carré, nous la connaissons, puisque c'est celle que nous venons de calculer dans la présentation juste avant, c'est-à-dire que cette hauteur n'est autre que mon h dans l'entrefer que nous avons calculé comme étant le nombre de spires fois le courant sur 2 delta. Qu'est-ce que c'est que cette équation fondamentale, ce signal sinusoïdal qui représente le champ magnétique dans l'entrefer pour une phase donnée? Si j'écris ceci, j'obtiens ce champ magnétique entre U et X qui vaut mon H delta crête que nous avons calculé précédemment. Et maintenant, la table numérique me donne l'indication pour le fondamental d'un signal carré qui vaut 4 sur pi sinus de pi y sur
tau p. Maintenant, on a évidemment ce champ magnétique H delta qui dépend du courant. Alors, je vais remplacer maintenant ici par la valeur que nous avons calculée précédemment, et cette valeur, c'est n fois i sur 2 delta, multiplié toujours par mon sinus y pi sur tau p. Maintenant, le courant I peut être constant ou peut être variable. Il peut être par exemple sinusoïdal. Admettons que notre courant I, dans cette phase, soit de type I crête sinus oméga t. Alors, mon champ magnétique fondamental dans l'entrefer va se transformer. Je précise encore, on va mettre un petit 1 ici sur l'équation pour bien indiquer qu'on parle du fondamental. Donc mon HUX fondamental devient 4 sur pi, la constante reste devant, n fois mon I crête, cette fois-ci, sur 2 delta, qui multiplie sinus pi y sur tau p. Et maintenant, on a encore la variation du courant sinus oméga t. Qu'est-ce qu'on voit ici? On voit tout d'abord une dépendance ici à la mécanique ou à la position mécanique, puisque cette variable, ce sinus pi y sur tau p, dépend de l'endroit où on se trouve dans l'entrefer, puisqu'on a y qui est l'abscisse curviligne. Et ensuite, ici, on a une partie qui dépend du temps et finalement du signal électrique. C'est en effet l'alimentation de la phase qui est ici ou représentée par ce sinus oméga t. Ce signal que nous avons là est une onde pulsante. C'est-à-dire qu'elle reste à un endroit donné, mais elle pulse avec le temps grâce ou à cause de ce sinus oméga t en deuxième partie de l'équation liée à l'alimentation que nous mettons dans la phase. Alors, ce que nous allons faire maintenant, c'est avec cette première équation de la première phase, imaginer ce qui va être dans les deux autres phases et voir ce qui se passe lorsqu'on additionne ces trois ondes pulsantes à l'intérieur de l'entrefer. Je réécris donc ici maintenant l'équation que nous venons de calculer pour l'avoir en clair, et pour simplifier l'écriture, l'amplitude, je la note uniquement H crête comme ceci. Alors on a notre sinus pi y sur tau p multiplié par mon sinus oméga t. Qu'en est-il maintenant dans les deux autres phases? Donc on va prendre les deux autres phases et les alimenter avec deux autres sinus, mais déphasés de 120 degrés chacun. Alors pour la deuxième équation, donc H, V, Y, on obtient toujours la même amplitude, mais sinus de pi y sur tau p, et là on a vu que mécaniquement ma phase était décalée de 120 degrés, donc je peux écrire ici décalé, et en plus on vient de le dire alimenté avec un sinus décalé également de 120 degrés. Et puis la dernière phase, HWZ, va nous donner le même type d'équation, mais décalé encore de 120 degrés, donc pi y sur tau p moins 4pi sur 3, et là, l'alimentation oméga t moins 4pi sur 3. Ce que je souhaite faire maintenant, c'est additionner ces trois ondes pulsantes. Comme on l'a dit précédemment, chacune de ces composantes crée en fait une onde pulsante, stationnaire, qui ne bouge pas. Mais nous savons, grâce à la trigonométrie, que
un produit de sinus, sinus x fois sinus y, peut aussi être écrit comme une somme de cosinus, mais dont les arguments se soustraient ou s'additionnent. Alors vous allez me dire, ça rend l'équation plus compliquée, mais vous allez voir, ça va nous permettre de faire un certain nombre de simplifications. Alors, tout d'abord, ma première équation va se transformer ainsi. Je vais l'appeler juste HU maintenant, toujours fondamentale. C'est une demi qui vient devant, c'est la valeur crête, puis on a mon sinus x et sinus y. Alors le sinus x, c'est pi y sur tau p. Y, c'est oméga t. On doit donc d'abord faire la soustraction. Donc on a cosinus de pi y sur tau p moins oméga t moins cosinus de la somme, donc pi y sur tau p plus oméga t. Vous allez me dire, mais ça c'est encore plus compliqué. Attendez, vous allez voir avec les deux autres ce que cela nous réserve comme surprise. On a ensuite HV qui va nous donner le même début. Alors, on a le cosinus avec la soustraction des arguments. Et ce qui va être particulier ici, c'est qu'on a pi y sur tau p moins 2pi sur 3, mais de même, on a oméga t moins 2pi sur 3. En soustrayant, les 2pi sur 3, ce décalage de 120 degrés disparaît. Il reste pi y sur tau p moins oméga t, moins cosinus de, alors là on a la somme de tout, pi y sur tau p plus oméga t moins 4pi sur 3. Et enfin la dernière, HW, même début, et là aussi, le cosinus de pi y sur tau p moins oméga t voit son argument de 4pi sur 3 disparaître puisqu'on l'a à la fois dans la partie de position et dans la partie du temps. Moins cosinus du tout, donc pi y sur tau p plus oméga t moins 2pi sur 3. Maintenant, je fais la somme de tout ceci pour finalement calculer le champ magnétique total. Donc ici, je fais un grand plus. Qu'est-ce que j'obtiens? Tout d'abord, les 3 demi ici de H, et vous voyez que les 3 cosinus dans la première partie de l'équation sont les 3 fois les mêmes, donc j'ai mis 3 demi de H de cosinus de pi y sur tau p moins oméga t. Moins, et là j'ai 3 cosinus décalés de 120 degrés chacun. Si j'additionne 3 cosinus décalés de 120 degrés chacun, j'obtiens 0. Et voilà la chose extraordinaire. On obtient donc une onde magnétique qui devient progressive. Ceci est une onde magnétique progressive. Ou autrement dit, une onde tournante. Cette onde tournante est maximisée ici, et on a une autre partie, moins 0, qui est minimisée ou qui est supprimée. On l'appelle l'onde rétrograde. Si elle était présente, elle créerait alors une partie de champ magnétique qui va dans le sens opposé. Évidemment, ce n'est pas ce qu'on souhaite, et dans le cas parfait où tout est symétrique, on le voit, l'onde magnétique progressive s'additionne parfaitement, donne le maximum, alors que l'onde magnétique rétrograde est ici nulle. Voilà, ici je vous représente les 3 champs magnétiques pulsants, ces 3 équations HU, HV, HW, que j'ai représentées par 3 couleurs différentes, et ce que vous voyez ici, ce sont ces 3 formes ou signaux qui varient dans le temps à cause du
oméga t ou du sinus oméga t, mais vous voyez que ces trois ondes restent au même endroit. Elles ne bougent pas. C'est pour ça qu'on les a appelées des ondes stationnaires. Ces trois ondes stationnaires sont décalées dans l'espace de 120 degrés et sont décalées dans le temps de 120 degrés. Si maintenant je vous présente la somme de ces trois, donc la composante H totale que nous avons calculée précédemment, vous avez ici en violet la composante totale et ici vous avez clairement cette onde magnétique progressive ou onde tournante ou champ tournant qui est la somme des trois composantes stationnaires. Ici, je l'ai fait pour un courant sinusoïdal. Il se peut aussi qu'on ait un courant qu'il soit différent, d'une différente forme. Et je vous propose ici, par exemple, de voir ce qui se passe lorsque je mets un signal carré mais variable dans le temps. Donc vous avez ici ce signal carré pour chacune des phases. Là aussi, on retrouve un champ pulsant. Chacune de nos phases crée une onde stationnaire mais non tournante. Mais lorsqu'on fait la somme, là aussi, on va avoir une onde un peu cabossée, c'est clair, c'était plus joli avec le sinus, mais qui est néanmoins progressive et qui avance dans l'espace. Donc ce qu'on voit ici, c'est que quoi qu'il arrive, la somme de trois ondes stationnaires va nous donner une onde tournante. Voilà pour conclure, on voit que la création de ce champ magnétique se fait lorsqu'on a au minimum deux phases. On a fait tout notre calcul ici avec un système à trois phases. Vous pourrez faire un exercice pour voir par vous-même comment calculer ce déphasage pour deux phases. On va chercher chaque fois à maximiser l'onde magnétique progressive et à minimiser l'onde rétrograde. Et enfin, ce que l'on a vu ici, c'est que ce champ magnétique ou ce champ tournant est en fait, en termes physiques, une onde progressive. Merci.